pas de souci, ma fille. Nous sommes samedi 17 février. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Blot-le-Quin, dans l'Ouest ivoirien, était le théâtre d'affrontements ce samedi. Bilan, un gendarme et un civil tués. Pour connaître les raisons de ces violences et les dégâts qui en ont résulté, nous avons joint par téléphone le maire de Blot-le-Quin, M. Guakei Edouard. La 5e campagne de l'anacarde s'ouvre sous un environnement favorable selon les acteurs de la filière. Les facteurs climatiques sont favorables et les prix sur le marché international sont en hausse. Pour la campagne 2018, les responsables veulent relever le défi de la qualité. Le club des hommes d'affaires musulmans Côte d'Ivoire et ses partenaires volent au secours des enfants malades du cœur. Ils ont mobilisé 50 millions de francs CFA, somme remise à l'Institut de cardiologie d'Abidjan pour la prise en charge des enfants malades du cœur. Enfin, le président vénézuélien accuse la Colombie de complot contre son régime. Nicolas Maduro pointe du doigt l'armée de Colombie qui entraînerait des Vénézuéliens, le tout en vue de déclencher un conflit armé entre les deux pays. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Envoyé en mission par l'ONU pour enquêter sur les crimes de guerre à l'est de la R du Congo, il revient avec un ouvrage, un roman rédigé à partir d'un témoignage réel. Adieri, la prisonnière, est le récit d'un itinéraire. L'auteur est ivoirien. Epiphane Zorobi est magistrat, député de Saint-Fra, secrétaire national au renforcement des capacités. Avec Adieri, la prisonnière, il fait son entrée dans l'arène des écrivains pour dénoncer la guerre, ennemi du développement en Afrique. Mais comment l'auteur s'y prend-il? Nous en saurons davantage dans la page culture. Bonsoir, monsieur Epiphane Zorobi. Bonsoir, Marie-Laure. Alors, bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes l'auteur du roman Adieri, la prisonnière. Adieri est le personnage principal de votre roman. Alors, dites-nous, de qui ou de quoi est-elle prisonnière, ou si vous voulez, de quelle prison s'agit-il? Adieri est une victime de l'action des milices qui sévissent à l'est de la RDC. Elle a été effectivement, c'est une étudiante qui a été emportée par des miliciens, qui a été détenue dans une prison physique. Mais en même temps, la prison qu'elle dénonce à travers l'œuvre, c'est une prison, la prison de la haine, la prison de certaines pratiques traditionnelles dans lesquelles sont enfermés les uns et les autres et qui sont un obstacle au développement de nos sociétés. Et on va s'arrêter là parce que la suite, ce sera dans la page culture. On va se retrouver exactement dans une trentaine de minutes pour l'entretien. À tout à l'heure, monsieur Epiphane Zorobi. Je vous en prie. Merci. Tout d'abord, prenons la direction de Blot-le-Quin, ville située à l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui a été le théâtre d'affrontement ce samedi. Le bilan fait état de 2 morts, un gendarme et un civil. Mais qu'est-ce qui a provoqué ces violences? Quelle est la situation à Blot-le-Quin? Nous avions joint par téléphone aujourd'hui même le maire de Blot-le-Quin, M. Guakei Edouard. Nous l'écoutons. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu des événements malheureux à Blot-le-Quin ce jour. Des événements qui ont eu pour origine une situation qui se serait passée à un des corridors de sortie de la ville de Blot-le-Quin, le corridor qui mène vers un chantier qui est appelé le chantier CIB. Et là, l'incident s'est produit entre un motocycliste et donc le poste de contrôle de la gendarmerie à ce corridor.
En tout cas, ce que nous pouvons rapporter, c'est qu'il y a eu décès d'un gendarme qui est un MDSC, un maréchal des logis chef, donc 3V, et il y a eu décès d'un motocycliste. Ces deux incidents ont créé une situation d'insécurité dans la ville. Les motocyclistes, les populations qui ont eu vent, qui ont pris donc le corps des jeunes motocyclistes qui est décédé, ont manifesté un mécontentement. Des individus se sont portés à la brigade de gendarmerie où ils ont mis feu, donc qui a été incendié. On va déterminer avec l'enquête et le constat l'étendue des dégâts qui ont été causés, mais en tout état de cause, il y a eu incendie au niveau de la brigade de gendarmerie. Il y a eu destruction de biens chez le préfet, chez le sous-préfet. Encore une fois, nous devons permettre à l'enquête de nous situer exactement sur la nature des dégâts qui ont été causés dans chacun de ces lieux. Mais à tout état de cause, ces deux décès nous mettent dans une situation difficile aujourd'hui. Nous voulons saluer déjà le gouvernement parce que dès que nous avons alerté l'administration, il y a eu du renfort qui est venu dans la ville de Bleulequin, le renfort qui permet maintenant d'avoir contrôle sur la situation. Voilà, vous venez d'écouter le maire de Bleulequin, M. Youakei Edouard. Et d'un moment à l'autre, au cours de ce journal, nous reviendrons sur la situation à Bleulequin pour en savoir davantage sur la situation qui prévaut à l'heure actuelle. Nouvelle guerre à présent, la 5e campagne de l'ANACAD s'ouvre sous un environnement favorable selon les acteurs de la filière. Les facteurs climatiques sont favorables et les prix sur le marché international sont en hausse. Pour la campagne 2018, les responsables veulent relever le défi de la qualité. Noël Nyonyo nous en dit plus. Prix bord champ, 500 francs le kilo de noix bien séchées, bien triées. Surtout que la qualité a un coût et un prix. Mais lorsque vous avez la qualité sur le marché international, ça a une valeur entre les pays comme le Mozambique, qui met sur le marché international des noix brutes avec un KOR de 52-54, et la Côte d'Ivoire qui met sur le marché des produits avec un KOR 48, il y a un gap de l'ordre de 50 à 100 $ entre le Mozambique et nous sur le marché international. Dans ce prix, le KOR reste un élément déterminant. Lorsqu'on dit un KOR de 48, c'est donc 48 livres britanniques sur 80 kilos. Alors quand on traduit en kilos, la livre en kilos, une livre égale 0,454 kilos. Donc si bien que vous devez multiplier 48 par 0,454 et vous arrivez à un chiffre de l'ordre de 21-22. Donc ça veut dire qu'il y a 21-22 kilos d'amandes contenues dans 80 kilos de noix brutes. Relever le défi de la qualité, voilà le nouveau challenge du Conseil coton ANACAD, après celui de la quantité depuis sa mise en place en 2013. Pour ce défi de la qualité, 100 organisations professionnelles agricoles ont été sélectionnées sur des bases objectives. Il a été mis à leur disposition les moyens pour faire la qualité, mais aussi se restituer, pour être en phase avec les dispositions réglementaires qu'exige la mise en place du Collège des producteurs. Et ces règles-là, c'est de pouvoir justifier de la production de 15% de la production nationale et également 15% du nombre total de producteurs, ce qui représente 105 000 tonnes que l'OPA doit justifier comme production et 32 000 producteurs. Aucune OPA ne respecte ces conditions et donc il était nécessaire de faire un diagnostic axé sur la structuration des OPA de la filière. Formés à la production de la qualité et à l'utilisation de l'outil informatique, les 100 coopérateurs ont reçu avec l'appui du PESAC un ordinateur, une imprimante et du matériel pour vérifier par eux-mêmes la qualité de leur production. Pour l'étude de la qualité, ça nous permet de savoir déjà en tant que producteur quelle est la qualité de notre noix que nous allons commercialiser, pour ne pas que nous soyons grigés par les acheteurs. Maintenant, une fois que vous avez cette qualité, maintenant, au niveau de la gestion informatique, moi, en tant que comptable, nous, c'est de voir maintenant, depuis le producteur jusqu'à la commercialisation, faire une traçabilité de la production. Les coopérateurs ont salué l'initiative, soulignant que pour la campagne 2017, plus de 500 milliards de francs CFA ont irrigué les zones de production de l'ANACAD.
La Direction générale du budget et des finances fait aussi le bilan de ses activités de l'année écoulée et fixe ses objectifs pour 2018. La rencontre s'est déroulée à Grand-Bassam. Au nombre des orientations pour cette année, l'accélération du processus de dématérialisation des marchés publics, le suivi rigoureux des engagements avec les partenaires techniques et financiers. Nadia Iga Chekone pour le reportage. 85,4% des mesures mises en œuvre dans le cadre du plan d'action stratégique 2017 de la Direction générale du budget et des finances DGBF ont été réalisées. C'est ce qu'indique le rapport du séminaire bilan 2017 et perspectives 2018 de la structure. Un taux satisfaisant, mais insuffisant. Ces activités concernent les questions de développement et d'extension des applicatifs informatiques et dépendent également d'autres structures. Des dispositions idoines sont envisagées en vue de leur réalisation en 2018. Ce sont entre autres le respect du délai de finalisation des travaux de développement des modules, élaboration et exécution du système d'information budgétaire, la poursuite de la dématérialisation des marchés publics et le renforcement du dispositif d'encadrement des acteurs, des mesures encouragées par la tutelle. Je note que le bilan 2017 de la DGBF apparaît satisfaisant. Évidemment, j'attends bien sûr 100% pour 2018, car 2018 est une année charnière pour la Côte d'Ivoire. Ces recommandations laissent clairement apparaître votre volonté de poursuivre les efforts déjà engagés pour renforcer l'efficience de la gestion des deniers publics. Sachez que je suis entièrement disposé à vous accompagner dans la mise en œuvre des recommandations qui ont sanctionné ces séminaires. La DGBF s'est engagée à l'application de ces objectifs pour une gestion des finances publiques plus transparente et plus dynamique en 2018. L'Alliance Borderless, association d'entreprises privées, marque aussi une pause pour faire le bilan et se relancer pour 2018. Son objectif, promouvoir et faciliter le commerce régional tout en réduisant les coûts du transport, augmenter les échanges commerciaux et améliorer la compétitivité des produits. Le reportage détaillé de Justine Seikiki. Promouvoir la libre circulation des personnes et des marchandises pour un commerce compétitif en Afrique de l'Ouest, c'est la mission de l'Alliance Bordelaise, une association d'entreprises privées des pays de la sous-région créée en 2012. Ces actions menées en 2017 ont abouti à une légère baisse d'environ 21% des contrôles routiers avec le temps de contrôle estimé à 37 minutes aux 100 km, à une légère baisse de 12% du montant des perceptions illicites sur l'ensemble des corridors. La moyenne de ces faux frais est passée de 47 222 francs CFA à 41 245 francs CFA. Le chauffeur contraint de débourser en moyenne par passage de frontière dans l'espace UEMOA 21 608 francs ne paie plus que 17 885 francs. Des résultats dont se satisfait le comité national Alliance Bordelaise Côte d'Ivoire. Nous avons débloqué environ 26 camions qui étaient bloqués à la frontière de Noé pour non-respect de la législation douanière en Côte d'Ivoire. Nous avons fait aussi de la formation. Les entreprises qui ont bénéficié de ces formations sont venues nous voir pour nous dire qu'effectivement les résultats de ces formations sont mesurables dans nos activités respectives. Cette rencontre permet aussi d'évoquer les difficultés des ports de Côte d'Ivoire tout en mettant en exergue leurs atouts. Le port d'Abidjan a une très bonne connectivité maritime. Toutes les compagnies maritimes, toutes les lignes maritimes qui desservent l'Afrique escalent au port d'Abidjan. Nous avons des flux import-export équilibrés. Le port d'Abidjan est le seul port, j'allais dire en tout cas, de loin, celui dont les volumes de trafic sont équilibrés. Nous avons le chemin de fer et la route qui sont un atout que tous les autres ports n'ont pas. Le comité national Alliance Bordelaise Côte d'Ivoire compte entre autres participer à la 7e conférence au Mali du 9 au 11 mai prochain et sensibiliser les acteurs publics et privés sur le respect des bonnes pratiques au commerce et à la facilitation des transports. Le Club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire et ses partenaires volent au secours des enfants malades du cœur. Lors de leur 4e gala de bienfaisance, ils ont mobilisé en tout 50 millions de francs CFA. L'Institut de cardiologie d'Abidjan a reçu la somme pour la prise en charge effective des enfants malades du cœur. Patricia Omouitia. 50 millions de francs CFA pour les enfants malades du cœur. Un geste du Club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire. Le Chamsi participe ainsi à la prise en charge de 20 à 25 enfants malades, soit 2 500 000 francs
coût d'une opération pour un enfant malade du cœur. Les besoins du service de cardiopédiatrie sont très loin de ce que vous pouvez imaginer. Et il est bon que vous soyez là pour comprendre que l'appareil qui permet de faire les opérations à cœur ouvert, à lui seul, il coûte 180 millions. L'appareil d'échographie qui va permettre de faire l'examen pour savoir de quoi souffrent ces enfants, il coûte 70 millions. Le budget d'investissement de l'Institut est de 500 millions. Et chaque année, nous avons des besoins de l'ordre de 1 milliard, 1,3 milliard, et nous recevons donc 500 millions. L'État fait ce qu'il peut. Un élan de solidarité pour le Chamsi qui a intégré le volet social dans ses principes de gestion et de fonctionnement. Nous sommes au Chamsi convaincus que l'État ne peut pas tout faire. Chacun de nous doit, au niveau où il est, aider l'État et nos concitoyens. L'an dernier, le Club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire, Chamsi, a également rassemblé plus de 50 millions de francs CFA pour assurer des traitements aux enfants malades du rein de l'unité de néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon. Parlons toujours de lutte contre le cancer. 900 nouveaux cas pédiatriques sont enregistrés par an ici en Côte d'Ivoire, selon le programme national de lutte contre le cancer. Pour lutter efficacement contre cette maladie, un bon diagnostic est nécessaire. Mais comment reconnaître les signes d'un cancer? L'unité d'oncologie pédiatrique du CHU de Trècheville sensibilise les étudiants de l'INFAS et le public. Ami Sissoko. Wodan est une miraculeuse. Sur cette photo prise en 2003, elle a 13 ans et la maladie est bien visible. Les signes de son cancer n'étaient pas évidents. Quand ça a commencé, c'est ma dent qui me faisait mal. Je ne savais pas que c'était le cancer. La femme du grand frère de mon père qui a remarqué ça sur moi, il dit « Ah, mais ta bouche est enflée là, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il dit « C'est ma dent qui me fait mal. » Après, elle a remarqué encore que mon ventre est enflé. Si Wodan a eu plus de chance, ce n'est pas le cas de la petite fille de Mawa. Elle a 1 an et demi et a perdu ses yeux. Les yeux brillaient, selon les dits de la mère, que c'est tellement joli qu'elle a l'impression que ce sont les yeux d'amour. Mais elle ne savait pas que c'était le début d'une maladie. La Côte d'Ivoire enregistre 900 cas de cancer pédiatrique chaque année, selon le programme national de lutte contre le cancer. 230 à 280 sont pris en charge par l'unité d'oncologie pédiatrique du CHU de Trècheville. Le taux de guérison est de 38 à 40%. Les signes du cancer de l'enfant sont d'allure banale et variable. C'est le caractère persistant des signes, malgré une prise en charge à peu près correcte, qui fait qu'on peut penser et que l'on doit penser au cancer. Une fièvre persistante, plus de 3 semaines, pourvoyeuse d'anémie qui nécessite des transfusions à répétition, ça doit faire penser à une leucémie, donc à un cancer du sang. Un enfant qui a une blancheur dans l'œil, qui donne une sensation d'œil lumineux dans le noir, un œil de chat comme on dit, ça doit faire penser à un cancer de la rétine, donc un cancer de l'œil. Comment poser un bon diagnostic? C'est une des principales préoccupations des étudiants de l'INFAS, Institut national de formation des agents de santé, également de leurs encadreurs. Une journée d'échange avec les futurs acteurs de prise en charge pour mieux appréhender la maladie. Journée de formation également ouverte au public. Le cancer, pour chez un enfant diagnostiqué, un état rapide peut être guéri facilement. Alors il était important pour nous de venir assister à cet enseignement pour pouvoir comprendre comment le cancer se développe, comment pouvoir aider ces enfants-là. On ne savait pas vraiment grand-chose du cancer. À travers cette conférence, vraiment, on apprend beaucoup. Il y a plusieurs sortes de cancers, savoir comment diagnostiquer un cancer, avoir les premiers signes, tout ça. Le cancer peut toucher tous les organes d'un enfant. Contrairement au cancer des adultes, les cancers de l'enfant ne peuvent être prévenus. Pas de facteurs de risque identifiés. Seul cas où l'on essaie de faire une prévention intrafamiliale, le cancer des yeux. Du plus fréquent au moins fréquent, c'est le lymphome de Burkitt. Ça donne des boules au niveau du visage, donc des joues, c'est une tumeur qui peut se développer aussi dans la bouche même. Le deuxième, c'est le rétinoblastome qui va se manifester par cet œil avec une blancheur dans l'œil, un œil qui est lumineux dans le noir. Donc le troisième cancer, c'est le néphroblastome
qui va se manifester par une masse, une boule au niveau de l'abdomen. Le cancer est une maladie non contagieuse, rarement héréditaire. La sensibilisation de la population et la formation des médecins de proximité en vue d'un diagnostic précoce peuvent sauver la vie de nombreux enfants. Ainsi se referme le chapitre santé de ce 20h. Parlons à présent de projets de construction de bâtiments sièges des collectivités territoriales, un projet qui se met progressivement en place. Une cérémonie de présentation et de plans relatifs aux études de faisabilité pour la construction de 31 bâtiments sièges vient d'avoir lieu. Ce projet, je rappelle, vise à doter les collectivités territoriales de locaux propices à un meilleur exercice de leurs activités. Michel Digré. Depuis leur création, les administrations régionales, dans bien de cas, exploitent des bâtiments pris en location ou appartenant aux conseils généraux. Cependant, le coût élevé de la location pour les premiers et la vétusté des locaux pour les seconds impactent négativement la gestion des affaires locales. L'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, a décidé de doter chaque région d'un siège moderne propice à l'exercice de leur mission. Afin de mener à bien cette initiative, des études techniques et financières ont été menées pour la construction de 31 sièges de conseils régionaux. Les études de faisabilité de ces projets ont été présentées dans les locaux du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Ce projet de construction de bâtiments sièges est inscrit dans le plan national de développement au chapitre du renforcement de la qualité des institutions et de la gouvernance. Le secteur artisanal en Côte d'Ivoire veut sortir de l'informel. À l'occasion de la journée de l'artisanat, les acteurs se sont penchés sur les entraves au développement de l'artisanat. De l'avis de tous, il faut professionnaliser ce secteur. Cette journée qui s'est tenue à Adiaké est une initiative de la Chambre nationale des métiers. Le reportage de Serge Coléa. Ce moment de célébration est une occasion pour les artisans de présenter aux autorités municipales et administratives leur nouvelle feuille de route. Cette nouvelle politique élaborée pour rendre le secteur de l'artisanat du département d'Adiaké encore plus dynamique. Déjà, nous allons commencer à mettre en place les différentes branches, faire en sorte que les métiers se retrouvent et qu'il y ait différents présidents, afin de pouvoir les dénombrer, donc identifier chacun, et puis maintenant identifier les besoins en formation et les besoins de financement pour pouvoir les promouvoir et travailler dans le centre que nous avons proposé tout à l'heure, c'est-à-dire dans cet ancrage qui serait éventuellement Artisanat Academy, qui permettrait de faire la promotion et donc de lancer véritablement les activités au niveau de l'artisanat. Sans usines et autres industries, l'économie du département d'Adiaké est dominée par les activités de ses artisans. Artisans dont la nouvelle vision épouse celle des autorités qui ont décidé de les accompagner et de les aider à professionnaliser davantage le secteur. Quand on parle aujourd'hui d'Adiaké, c'est parce que les gens viennent, ils mangent bien, ils dorment bien et c'est grâce à eux. Et nous voulons vraiment leur reconnaître et leur rendre hommage en la matière. Si besoin de formation, nous sommes, nous, commune, prêts à les accompagner. En même temps, l'organisation permet nous de pouvoir mieux les cibler et permettre des financements. Cette journée de l'artisan a duré 3 jours. En plus de l'opération de salubrité et de la présentation du projet Artisanat Academy, les artisans ont lancé l'opération dénommée Désengorgement des ateliers des artisans. Cette opération permettra aux artisans de libérer de leurs ateliers les objets abandonnés. Et c'est l'heure de la page culture de ce 20h. On ouvre avec le masque Goli, symbole traditionnel de l'amour. Le masque Goli est un masque sacré du pays baoulé, un masque hérité d'un autre peuple, les Ouans. Ce masque, le Goli, a plusieurs fonctions, dont celle de préserver la force des sentiments et des liens unissant l'homme et la femme. Franck Quadio. Au son du corps, les femmes du village avancent à pas qu'à danser au rythme des castagnettes et grelots, mais surtout dans les pas du Golikman. Nous sommes un pays codé, sous-groupe de l'ethnie baoulé, centre de la Côte d'Ivoire. Au nombre des masques constituant l'identité de la danse Goli, le Golikman, le masque des femmes.
Goli, cet personnage représentant une divinité, nous avions un chef de famille qui est le Goli Glin, le chef suprême, le coq de la basse-cour. Et nous avons le Kpan, que nous citons en dernier, mais entre les deux, vous avez le Dandi, le Antené Kple, le Kple, le Moli Glin Kple, le Kwasi Gbe, vous avez d'autres masques. Quand apparaît le Kpan auquel s'identifient les femmes, c'est la cessation de toutes leurs activités, au risque de mécontenter les maris. Le Goli, à l'origine, il se dansait en 7 jours, avec 7 chants, avec 7 pas de danse. Alors quand les cérémonies se passent, le 7e jour, c'est le Kpan qui sort pour clore, pour magnifier, pour réconcilier le peuple. Et le Kpan danse. Et c'est à ce moment-là que toutes les femmes sortent. Eh bien, comme tout mari, le Goli-Glin, le grand masque, à la réalité, l'époux du Goli-Kpan se lance à la recherche de sa moitié qui, avec ses filles, festoie quelque part dans le village. C'est le début de la parade amoureuse. Et c'est là où nous avons le Zegbe. C'est-à-dire quoi? Les femmes éloignent le Kpan. Les femmes éloignent le Kpan pour aller cacher le Kpan pour que le Kpan ne range pas tellement la danse est belle. Et le Goli-Glin qui adore sa femme, qui aime sa femme, ce 7e jour a besoin d'elle. Le Goli-Glin vient la chercher. Et en venant, d'abord il tape pour montrer sa puissance. Et quand les femmes entendent, ah, le chef, le grand maître arrive. Et elle se sauve. Et c'est à ce moment-là que le Goli-Glin vient, il récupère son épouse. Les deux se réconcilient parce qu'elle aussi, elle n'est pas contente de laisser ses consoeurs, ses sœurs, ses enfants. Elle est obligée, par amour, de suivre son Goli-Glin, son coq de la basse-cour. Et donc les deux se réconcilient, s'embrassent et rentrent dans le bois sacré ou bien dans la forêt sacrée. Le Goli danse tutélaire des Wans exportés en pays baoulé est l'expression de la nécessité de la coexistence. Goli-Glin et Goli-Kpan en sont les figures. Les peuples africains ont très peu prôné l'amour. Et là, nous voyons que ce peuple Wan, à l'origine de son existence, avait déjà une religion qui prônait l'amour. Surtout l'amour entre l'homme et la femme. Et c'est là. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Mais le Goli-Glin et le Kpan sont unis par cet amour qui durera l'éternité. Et ça, je crois que c'est la symbolique. Comme Glin et Kpan, Dandi et Antin illustrent la même démarche. Un rappel à préserver. Au-delà de toute contingence, l'amour, cette seule réalité dont l'universalité ne souffre d'aucune contestation. À l'étranger, au Nigeria, l'ambiance est tout autre. 3 kamikazes se sont fait exploser sur un marché très populaire de poissons dans le nord-est du pays. L'explosion a tué 19 personnes et fait 70 blessés. Le récit d'Alexis Ouedraogo. Il est un peu plus de 20h30 vendredi lorsque 2 hommes se font exploser. 4 minutes après, un 3e kamikaze frappe lui aussi à proximité. Le commissaire de la police de l'État de Borno, Damien Choukou, confirme le bilan, 19 morts et un peu plus de 70 blessés. Au rang des victimes, 18 civils et un soldat. Le Tachankifi, lieu où s'est produit le drame, est un marché informel qui sert de restaurant mais aussi de lieu de détente pour les populations. Une attaque qui porte les traits des attentats menés par le groupe Boko Haram ces derniers temps. Le groupe islamiste a multiplié les attentats. 38 du type ont été menés l'année dernière, soit un peu plus du double de l'année précédente. Bien que le gouvernement nigérien assure que le groupe islamiste a été battu sur le plan militaire, Boko Haram multiplie les frappes qui ont fait un peu plus de 1000 morts dans le nord en 2017, faisant de la ville de Maïdougouri son fief.
Le président vénézuélien accuse la Colombie de complot contre son régime. Nicolas Maduro pointe du doigt l'armée de Colombie qui entraînerait des Vénézuéliens, le tout en vue de déclencher un conflit armé entre les deux pays. Selon le président vénézuélien, l'objectif serait d'utiliser ces hommes pour lancer des attaques contre les forces armées colombiennes comme s'ils étaient membres de l'armée du Venezuela. Voilà, on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce 20h. Bienvenue sur notre plateau, M. Epiphane Zorobi. Merci Marie-Laure. Alors, Adéry la prisonnière est votre premier roman. Effectivement, j'ai publié en 2004 aux éditions Cartala un livre autobiographique intitulé « Juge en Côte d'Ivoire, désarmer la violence ». Donc effectivement, Adéry est le premier roman. En tout cas, Adéry la prisonnière, nous allons voir le résumé de l'œuvre avec notre reporter Franco Adio et en discuter par la suite. Récit d'une trajectoire, celle d'un personnage qui, à peine l'adolescence consommée, s'investit dans le métier d'infirmière par amour pour l'autre. Une histoire, comme un effet miroir, reflétant la réalité dans la région des Grands Lacs au milieu des années 90, une réalité qui, dans un effet boule de neige, s'est étendue dans des régions alentours, précisément en RDC, où s'est nouée la trame du récit. Une histoire simple, mais fortement épicée par les sentiments humains, passée au crible du stylo de l'auteur, juriste dans l'âme et littéraire dans l'esprit. Epiphane Zorobi Balo, dans Adéry, la prisonnière, peint une héroïne face à une société implacable, celle qui consume ses propres enfants. Le récit côtoie une réalité, celle de l'Ituri, où s'est joué durant longtemps un drame humanitaire. Mais attention, l'œuvre est loin d'être une apologie du désespoir. L'auteur, certes, la veut comme un témoignage, mais un témoignage pour mieux penser et penser les plaies d'aujourd'hui pour l'avenir. L'œuvre de 150 pages est divisée en 12 chapitres. L'auteur Epiphane Zorobi Balo, magistrat, a servi en RDC comme représentant résident de la fondation américaine Carter & Carter, puis occupé d'autres fonctions dans ce pays. Député de Saint-Franc en Côte d'Ivoire depuis 2016, il est l'actuel secrétaire national au renforcement des capacités. Alors, M. Epiphane Zorobi, dites-nous pourquoi avez-vous décidé d'écrire sur la crise en RD Congo? Et je me suis demandé pourquoi pas en Côte d'Ivoire, votre pays qui a aussi vécu la crise. Il y a plusieurs raisons. J'ai vécu en République démocratique du Congo, j'ai vécu précisément en Ituri, et lorsque j'y arrivais, l'armée française avec l'opération Artemis venait donc de pacifier la zone. J'ai vécu la guerre de la même façon que les Congolais ont vécu. J'ai souffert dans ma chair parce que la plupart de mes collaborateurs, puisque je travaillais là-bas pour l'Union européenne, donc la plupart de mes collaborateurs ont été victimes, leurs familles ont été victimes. Notre siège a plusieurs fois été attaqué, donc c'est pour témoigner que j'ai écrit. Et le second élément, c'est en guise de... C'est une promesse que nous avons faite aux victimes. À Adéry précisément, à Adéry, c'est une promesse. C'est un témoignage basé sur des faits réels. Absolument, un roman basé sur des faits réels. Adéry étudiante, à Bunia, qui quitte Bunia pour aller loin de ses parents étudier les sciences infirmières. C'est de façon obsessionnelle à Adéry qu'elle voulait être infirmière. Et ce rêve sera brisé, malheureusement. On en saura davantage par la suite. Alors, sûrement, oui. Dites-nous, qu'est-ce qui a causé le déchirement entre les deux tribus frères, les Ema et les Lendou? Disons, la question est plus complexe que le déchirement brutal entre deux tribus. C'est un processus évolutif. Et Adéry le raconte bien dans son récit. Avant d'aller plus loin, ces deux tribus sont situées dans quelle partie de la République démocratique du Congo? Donc les Ema et les Lendou, qui étaient des frères ennemis, c'est à l'est de la RDC, dans le district de l'Ituri, à l'est de la RDC. Alors parlez donc du déchirement. Alors donc, avant même le déchirement, il y a tout un environnement qui était propice à ce déchirement. Donc on se rend compte dans la conduite des conflits que l'environnement économique, l'environnement social, l'environnement politique est extrêmement important, joue un rôle clé. L'enfermement, le repli identitaire n'étant que la conséquence d'un processus. Adéry parle de malgouvernance.
Adieri évoque la question de la corruption, la question du chômage, la question des sans-emploi, des enfants de rue, qui finalement a abouti à un repli identitaire entre ces deux communautés. Emma et Lindou. Entre les Emma et les Lindou à l'est de la RDC. Alors le récit que vous rapportez dans votre roman est assez émouvant. Alors Adieri voulait poursuivre, vous l'avez dit, sa formation en tant qu'infirmière, mais son rêve sera brisé avec la prise de sa localité par la tribu ennemie, c'est-à-dire les Lindou. Nous allons lire, si vous le permettez, un extrait de votre ouvrage, c'est à la page 34. Page 34, vous dites: nous étions sur le point de dépasser, ça c'est Adieri qui témoigne ainsi, nous étions sur le point de dépasser la dernière case de Nian, j'espère que je lis bien, vous allez m'aider, Niankoundé, c'est ça? Exact, Niankoundé. Niankoundé. Avant de nous engager sur le sentier menant à Bunia, lorsque je me souviens soudainement que j'avais oublié mon projet de mémoire de fin de cycle dans mes affaires laissées chez mon ami, je ne pouvais pas m'en aller sans avoir pris ce travail avec moi. Les études n'étaient-elles pas ma raison d'être? À la vérité, je pouvais tout perdre, sauf mon travail. Alors je me suis dit, Diante, mais pourquoi est-elle retournée? Oui, ça présente le trait de caractère de notre héroïne Adieri. Elle a traversé des difficultés, elle a surmonté des obstacles. L'un des traits de caractère de notre personnage, c'est sa détermination à atteindre coûte que coûte l'objectif qu'elle s'est fixé, en dépit des difficultés qui se présentaient sur son chemin. Donc, a réussi. Elle a réussi, absolument. Mais la guerre, malheureusement, va surgir et le rêve sera brisé. Oui, le rêve va être compromis, mais pas brisé. Le rêve va être compromis, mais pas brisé. Et elle le disait dans sa détermination. Tiens, les spectateurs en haleine, juste à la fin, on va savoir si, effectivement, comment elle a réussi à se surmonter. D'accord. On revient dans l'ouvrage avec ces scènes horribles d'assassinat lors de cette guerre dans votre roman. Pourquoi vous décrivez toutes ces scènes des personnes qui sont égorgées? C'est à dessein que vous avez fait toute cette description? C'est ce qui s'est passé. Rien n'a été inventé. Vous savez, Niankoundé était une cité paisible à l'époque, avec un hôpital de référence. Et tous les rapports internationaux ont présenté, c'était en 2002, 2003, dans les descriptions faites des scènes de Niankoundé à l'hôpital, il est écrit dans pas mal de rapports internationaux que le sang coulait à l'hôpital comme de l'eau de pluie. Et l'autre élément, lorsque Adieri a été arrêtée et qu'elle a été libérée, ses co-détenus lui ont dit: nous espérons que tu vas témoigner, parce que lorsqu'on vient à cet endroit, dans ce camp de miliciens, personne n'ira vivant, personne ne s'en sort vivant. Nous espérons, Adieri, toi qui as eu beaucoup plus de chance que nous, que tu vas témoigner de ce qui nous est arrivé, tu vas témoigner de ces faits. Alors comment votre héroïne s'en sort-elle, Adieri? Elle a la vie sauve, contrairement aux autres prisonniers. La question de l'ethnie a dû jouer. Voilà, elle appartenait Elle a dû mentir sur son identité. Sur son ethnie. Puisque, effectivement, lors de l'attaque, elle est Emma, mais c'est les Emma qui étaient recherchés au moment de l'attaque. Emma de père. Emma de père. De mère Lindou. De mère Lindou. Donc, finalement, elle se retrouvait dans les deux tribus. Non, mais elle ne pouvait pas le dire parce que, de toutes les façons, pour ceux qui la recherchaient, elle avait du sang Emma et elle n'avait pas, donc, pas le droit de vivre. Alors, dans ces réflexions, et cela me met en question la question des alliances interethniques. Parce qu'effectivement, lorsqu'on la recherchait, elle s'est présentée comme d'une ethnie contraire. Elle s'est présentée comme Bira, qui était une ethnie alliée aux Lindou, et auquel les Lindou ne devaient rien faire. Alors, au-delà de la question ethnique, Adieri se pose la question sur, finalement, quel est le rôle des alliances interethniques dans une société où l'ethnie supplante l'homme. Et donc, c'est assez dangereux de regarder l'ethnie au lieu de regarder l'homme en tant qu'être humain. Finalement, cette guerre n'avait pas de fondement. C'est-à-dire, ce n'était pas des raisons valables pour faire la guerre, parce que finalement, tous étaient des frères. Aucune raison. La guerre n'a pas de raison valable. N'a pas de raison valable. Alors, aucune raison pourquoi Adieri ne se venge pas à la fin de votre roman, puisque les Emma, c'est-à-dire sa tribu, vont reprendre Niankoundé. Mais finalement, quand on regarde à la fin de votre roman, elle ne se venge pas, mais elle fait plutôt, elle fait la promotion de l'amour,
sur la haine. Oui, Adieri ne pouvait Pourtant, pas... c'était une victime qui a vécu des scènes horribles. Non, Adieri ne pouvait pas se venger. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, sa détermination à atteindre l'objectif, celle de servir les autres, celle de servir l'humanité. Et parmi ces autres-là, il y a ceux qu'on pouvait considérer comme ses bourreaux, mais qu'elle ne prend pas en tant que tels comme étant ses bourreaux, mais comme étant eux aussi des esclaves, des prisonniers de la haine, pour lesquels elle avait énormément de compassion. Et elle le dit ici, à la page 109. Oui, rapidement. Elle le dit ici à la page 109, parlant de ses bourreaux. Le visage cuirassé par une lividité d'outre-tombe, la vie en eux avait cédé le pas à la mort. Ils n'avaient pas réussi à venir à bout de la bête tapie en eux. Ils s'étaient laissés vaincre par les épreuves de la vie. Je pleurais de toutes mes larmes, j'étais triste pour eux. Donc, mon fardeau m'était soudainement devenu léger. Donc, il y a l'élément de compassion qui a joué. La question de la détermination, l'amour et la tolérance. Elle le dira ici, excusez-moi. On n'a pas peut-être trop de temps, mais ce qu'on retient, c'est que les Adieri, donc les victimes de guerre, ne doivent pas se venger, au contraire, être étreints par l'amour. Oui, absolument. Il y a... et le faire, considérer les guerres. Combien d'Adieri on peut compter en Afrique, tous ces pays qui ont vécu la guerre, combien d'Adieri peut-on en avoir? C'est pour ça que cette œuvre a été publiée, pour montrer que la guerre n'est pas une fatalité. La guerre est un obstacle. La guerre se présente comme une difficulté sur notre chemin et qu'au-delà des crises qui peuvent naître, nous devons pouvoir tirer ressources des malheurs, conserver la mémoire de ce que nous avons vécu, pour qu'au-delà de tout cela, nous puissions considérer que tous les hommes sont frères. Tous les hommes sont frères. Donc, on ne devait pas s'endredéchirer. Alors, l'autre leçon à retenir pour terminer rapidement, c'est que les bourreaux payent toujours, vous l'avez dit, à la page 149. Oui. On ne triche pas avec la vie. Nos actes, ça c'est la page 149, nos actes nous rattrapent toujours. Absolument, Et absolument. Ce sera votre commentaire pour la fin. On ne triche pas avec la vie. Et cela est valable aussi bien pour les bourreaux que pour les victimes. D'où l'intérêt du pardon. D'où l'intérêt du dépassement. On ne peut pas, à longueur de temps, se morfondre sur le malheur. Mais bien au contraire, et Adieri le dit, le malheur, la souffrance est une opportunité de se surpasser, de grandir et d'être plus fort pour affronter les défis de l'avenir. Parce qu'il faut arrêter à un moment donné le cycle de violence pour s'investir dans l'avenir. Merci beaucoup, Monsieur Epiphane Zorobi, auteur de Adieri, la prisonnière. Merci en tout cas d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. La guerre est ennemie du développement, alors promouvons la paix. Donc, nous espérons que les téléspectateurs vous ont compris. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que concernant la situation à Bloloquin, selon les autorités sur place, le calme est revenu. Merci à vous tous de votre aimable attention. Ce journal est terminé, vous l'avez compris. Il a été réalisé par R. Baker, Sophie Brou et Timothée Mongbert. Merci à Michel Mambo pour la supervision. Merci à toute l'équipe technique et surtout à vous de continuer à nous suivre à travers le monde. Très belle soirée sur TI1.